Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons Attends, on va recommencer. Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 251e épisode le 16 novembre 2021. C'est de plus en plus difficile à dire. On parlait d'Apple qui rendait plus difficile la réparation des écrans des iPhone 13. Retour en arrière sur le sujet. C'était un bug. Bon, on va voir. On va détailler ça. On va aborder aussi, tenez-vous bien, l'affaire du zoom des vidéos sur iPad dans un tribunal. Vous allez voir, c'est cocasse et intéressant à la fois. Et évidemment, on parlera de la tendance incontournable du moment qui se manifeste encore cette semaine sous plein d'aspects, le Metaverse, mais aussi des présentations de Nvidia qui sont super intéressantes. Il y a aussi de l'espace, il y a des histoires de matériel tech, il y a du jeu vidéo. En tout cas, certainement pas une fois de plus de quoi s'ennuyer dans cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste, et je retrouve avec un grand plaisir celui qui est à l'actu tech, ce que le bleu, le blanc et le rouge sont au drapeau français, surtout le bleu d'ailleurs. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Absolument. Et pourquoi pas surtout le rouge ? Alors en fait je disais surtout le bleu politique, parce que t'as pas suivi la polémique de Macron qui a changé la couleur du bleu. Il a changé le bleu du drapeau français. Il était plus acide. C'était une décision de Giscard, plus claire, et il l'a refoncé parce qu'il voilà. Bon, la petite anecdote du moment. En fait, il revient sur le caprice de Giscard. C'est un véritable démiurge. Ah mais oui, absolument, quel homme. Au passage, je parle de machine de jeu. Tu sais qu'on a un commentaire sur Podcast Addict, l'application de podcast sur laquelle vous nous écoutez peut-être, de TRK qui a dit qu'il attendait la suite de machine de jeu. Et il dit il reste les 16 bits à traiter, donc je te laisse sur cette information Guillaume. Un autre avis sur Podcast Addict à propos de Tech Café, c'est celui de Terim qui a laissé 5 étoiles. Il dit « Quel plaisir de commencer sa journée avec les deux Guillaume aux oreilles et de l'actualité tech analysée avec consciencieux et humour. Plus d'1 an que Tech Café est devenu mon compagnon hebdomadaire et pas un épisode ne m'a pas accroché, fait sourire et m'interroger. Une valeur sûre dans l'océan des podcasts tech qui gagne définitivement à être plus connu. Une passion communicative mérite l'écoute du plus grand nombre. » Je voudrais juste, à force de vous lire ces commentaires élogieux, je vais penser que vous imaginez peut-être que je les écris ou que Guillaume les écrit ou qu'on les invente. Je vous assure qu'ils sont vrais et je vous invite à aller sur les avis d'Apple Podcast ou de Podcast Addict pour aller vous-même les lire et vérifier que ce sont de vrais avis. D'ailleurs vous aussi faites savoir ce que vous pensez de Tech Café donc dans les apps de podcast et si l'émission vous plaît, tous les avis que j'ai achetés sur superavis.com sont complètement garantis authentiques. C'est vrai d'un autre côté. Alors oui, on pourrait parler de cet achat de fans. Tiens, je sais pas si tu connais cette histoire de l'Instagrammeur qui est dans le top 10 des Instagrammeurs qui a le plus de fans, dont Clément Méru alias Babor l'éléphant a fait une enquête. On en reparlera peut-être à l'occasion, ce serait intéressant parce que le mec se présente comme étant vendant des formations parce que il a un succès incroyable. En fait, il aurait acheté la totale, les plusieurs millions de followers qu'il a sur Instagram. C'est intéressant. Il est en procès, du coup, avec Babor. Soutien à Babor. Au passage, si l'émission vous plaît, vous divertit, vous informe, en gros, qu'on remplit un peu notre contrat moral, on vous invite à débloquer la pub avec Patreon, patreon.com/techcafé. Le flux privé garanti sans pub et avec le chapitrage des émissions est moins cher que le prix d'un ticket de métro par semaine. Franchement, quoi choisir entre un ticket de métro, quoique c'est important de se déplacer, remarque. Mais quand même, soutenir Tech Café, c'est important. Et ça nous aide à rémunérer le temps qu'on passe, notre travail derrière ce podcast, nous équiper et garantir la régularité et la pérennité de l'émission. Toutes les infos sont donc sur patreon.com/Tech Café. Mention spéciale à Ludovic P qui a répondu présent à cette proposition et à qui on dédie évidemment tout particulièrement cet épisode. Au passage, avant de tout de suite, promis, aborder les news de la semaine, découvrez aussi Tumult. Vous le savez, c'est une application de podcast qui vous permet d'interagir à un instant donné de l'épisode et de créer le dialogue. C'est une app qui évolue très régulièrement, donc je pense que ça mérite d'aller jeter le coup d'œil. Elle est gratuite, vous n'avez pas grand chose à perdre à tester. Effectivement, Guillaume, je le disais tout à l'heure en intro et on le disait dans l'épisode précédent, on était resté sur une news quand même assez triste, mais qui ne nous surprenait pas beaucoup concernant cette marque qu'on aborde régulièrement dans Tech Café. C'est Apple qui aurait, dans la version 13 de l'iPhone, compliqué un petit peu les réparations. Grosso modo, le changement d'écran, le truc qu'on change peut-être le plus souvent dans un smartphone, était rendu compliqué si on ne passait pas par Apple, c'est ça ? Oui, c'était juste qu'on pouvait pas le faire sans désactiver Face ID, ce qui est quand même assez emmerdant.
Et du coup, oui, bah là, c'est vrai qu'Apple est revenu dessus, et donc je me félicite, enfin voilà, du rayonnement international et de l'influence qu'a Tech Café, c'est quand même Évidemment, extraordinaire, il nous écoute. n'est-ce pas? Coucou Tim. Donc ouais, ça a pas été très très long finalement, puisque donc la semaine dernière, Apple a révélé que non, ça y est, ils allaient faire une mise à jour, donc sur leur suite d'outils là, ils allaient faire une mise à jour pour que qu'il n'y ait plus cet échange de signatures entre l'écran et le reste. Et donc ça permettra à n'importe quel technicien tiers, en tout cas, de changer l'écran de l'iPhone 13 sans être embêté. Et bon, bah écoute, c'est bien, hein, évidemment. C'est étonnant, évidemment, je veux dire, tu vois, ça s'est fait a posteriori. C'est vrai que Apple se défend un petit peu, mais c'est quand même très, tu vois. Ça fait jamais bon genre. Non, voilà, mais je pense que c'est complètement intentionnel et que là, ils sont revenus dessus parce qu'il y a eu il y a eu quand même beaucoup de bruit là-dessus. Et à raison, je trouve, hein, personnellement. Et est-ce que c'est peut-être le bruit qui les a forcés à faire marche arrière? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Et du coup, toute blague mise à part, c'est pas le bruit de Tech Café, enfin quoique, mais pas le bruit de Tech Café, mais effectivement, c'est un sujet qui était vraiment mis en lumière. Et à mon avis, il fallait éteindre le feu le plus vite possible avant qu'il se propage, surtout que la période pour ces entreprises et pour Apple est à la régulation en plus en ce moment. Donc, bon. Exactement. Donc moi, je suis, évidemment, je suis très content que ça soit arrivé. Après, évidemment, la question qu'on se pose inévitablement, c'est à quel point ça va rester, c'est-à-dire à quel point Apple a compris que le droit à réparer c'était important, et ou à quel point c'est juste un truc ponctuel qui fait pour calmer les esprits, quoi, tu vois. Donc espérons que les réparateurs tiers Apple sont sauvés pour le moment. J'espère qu'ils sont pas en sursis. Ouais, effectivement, on leur souhaite. C'est quand même toute une industrie. Ça embêterait de mettre de côté ces métiers pour des choses. Parfois, il y a des pans de métiers qu'on n'a pas forcément envie de sauvegarder parce qu'il y a des manières plus intelligentes de remplacer ces métiers. Mais enfin là, ce serait quand même une manière très très artificielle d'aller faire récupérer des revenus chez Apple. Tiens, au passage, on l'a pas noté dans les notes de l'émission, mais il y a une nouvelle polémique concernant Apple. Décidément, on n'en manque jamais. C'est pas les scandales Facebook de la semaine, mais c'est les polémiques Apple de la semaine, les passes peut-être. Je sais pas si tu as vu passer le fait qu'Apple se retrouve comme étant un très gros acheteur de SEA, donc de publicité, voilà, sur les moteurs de recherche, en particulier sur Google, quand tu recherches un service. Et notamment quand tu recherches un service qui nécessite un abonnement payant, très très souvent, les premiers résultats sont les résultats de publicité dans le moteur de recherche qui sont payés par Apple, a priori plus ou moins en accord avec les développeurs et des applications et les entreprises qui sont derrière ces applications. Et pourquoi, Guillaume? Et pourquoi? Tout simplement, il semblerait que ce serait quand même vachement mieux pour Apple d'amener les gens à venir découvrir l'application sur son App Store, à s'abonner au service parce que ça les amène à payer la dîme Apple qu'on est amené à payer quand on déploie un service via l'App Store, plutôt que donner le premier lien qui serait le lien du service en tant que tel et qui du coup éviterait à Apple de percevoir son petit pourcentage. C'est assez dingue, ça me paraît soit très sournois, soit il y a une donnée qu'on n'a pas en tête. Je sais pas si t'as un avis sur le sujet, mais j'ai une idée de la vie que tu as. Non, je veux dire, de toute façon, Apple doit, parce que en ce moment, t'as vu, Apple suscite un petit peu la méfiance dans les tribunaux, hein, pas toujours de manière justifiée, c'est vrai, mais Apple avait demandé un sursis, tu te souviens, pour ne pas mettre en pratique les décisions de la Cour sur le procès avec Epic, là, le 9 décembre. Il devait donc ouvrir l'App Store au paiement externe, et il voulait à tout prix l'éviter. C'est raté, il s'est fait rabrouer, et donc soit il fait appel rapidement, soit il devra se conformer à la décision. Spoiler, il va faire appel. Et du coup, alors évidemment qu'il va faire appel, mais du coup, comme maintenant il est possible que les applications fassent appel à des moyens de paiement externes, il va dépenser une certaine quantité d'argent pour acheter des pubs qui amènent sur ses propres applis, ce qui fait qu'avec ses propres applis, au moins il est sûr de récolter de récolter sa commission, quoi. Donc c'est un moyen, à mon avis, tout simplement de compenser le manque à gagner prévu de ces mesures. Enfin, en tout cas, c'est vraiment l'impression que ça donne. Ouais, c'est parce que d'après les sources qu'on a, les articles qu'on a pu consulter, le coût d'acquisition d'un nouvel abonné, ce serait en gros peut-être 5 à 10 $ pour Apple en passant par des publicités via Google, via le moteur de recherche. Mais les revenus générés sur cet abonnement peuvent représenter 50 $ ou plus. Donc évidemment, et 50 $ ou plus par an. Donc évidemment, on imagine qu'ils ont tout intérêt à le faire. Tu voulais mettre en avant, Guillaume, cette fonctionnalité qui va arriver normalement dans la prochaine version d'iOS, qui est en bêta, qui a été annoncée à la conférence annuelle des développeurs en juin dernier, dont on avait déjà parlé. Et j'ai l'impression que tu voulais quand même souligner l'arrivée de l'héritage numérique pour iOS, Guillaume.
Ben oui, iCloud va résoudre un problème épineux qu'on avait déjà évoqué ici, voilà, la transmission des biens numériques. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec votre bibliothèque iTunes à ta mort, hein, c'est pour faire simple. Et donc avec iOS 15.2, tu peux désigner 5 personnes comme héritiers. Voilà, ils pourront accéder à ton compte après la mort, moyennant un certificat de décès. C'est pas une nouveauté vraiment dans l'industrie, hein, puisque Facebook a déjà la notion de contact légataire, mais ça l'est pour Apple. Voilà, c'est Google aussi. Plutôt une bonne nouvelle. Ouais, Google aussi a ce genre de notion-là. Donc voilà, oui, c'est le patrimoine numérique. Qu'est-ce que tu veux? Il faut parler de patrimoine numérique, de patrimoine informatique. D'ailleurs, parler de patrimoine, ça me fait penser, je sais pas si t'as vu ça, donc un ordinateur Apple en bois. Alors c'est pas un troll, hein, c'est quand je dis un ordinateur Apple en bois, c'est vrai, c'est un ordinateur de 1976. La boîte a été fondée à cette année-là, d'ailleurs, par Steve Jobs, par Wozniak et par Ronald Wayne, dans un garage. Hein. Et c'est là qu'ils ont bricolé l'Apple I, donc un ordinateur en kit qui avait une coque en bois, pour de vrai. Il était architecturé autour de 6502 avec 8 kg de RAM. Et par bien des côtés, c'était un galop d'essai, hein, puisque le vrai produit, ça a été l'Apple II qui est sorti l'année d'après. Un produit qui a été produit en grande série, qui s'est vendu pendant presque 10 ans à des millions d'exemplaires. C'est un petit peu le premier micro grand public. C'est un vrai jalon de l'informatique moderne. C'est vrai que c'est incroyable de voir qu'un ordinateur a pu durer 10 ans. Aujourd'hui, ce serait inenvisageable que le même produit soit vendu pendant 10 ans, enfin dans l'informatique. Oui, effectivement, c'est assez incroyable. Mais bon, c'était l'époque où ça allait moins vite en fait aussi, hein, où les évolutions étaient un petit peu moins rapides, enfin encore que. Mais bon, si tu veux un Apple II, en gros, d'ailleurs, tu peux encore en trouver des fonctionnels pour quelques centaines d'euros. Hein. Alors c'est relativement cher, c'est entre 3 et 500 balles, je dirais, pour trouver un Apple II fonctionnel, quoi, d'occasion, évidemment. Alors si tu trouves ça cher, sache que son papa artisanal, hein, lui, il est beaucoup plus. Puisque la version bois n'a été produite qu'à 200 exemplaires. Et donc il en existe peu, et il en existe encore moins qui soient encore fonctionnels. Peut-être une vingtaine, en fait, dans le monde. Et si en plus il est en bois d'acacia koa d'Hawaï, imagine le prix. Tiens, imaginez. Alors, c'est combien à ton avis? J'ai l'article sous les yeux, Guillaume. Je peux jouer. Évidemment. Mais bon. Tu peux pas jouer. 815 000 $, non, c'est pas ça? C'est 400 000 $. Ah pardon, 400 000 $. 400 C'est 000 quoi alors pour celui-ci. Ah oui, ouais. d'accord, pardon, c'est l'autre. Ok. Il y en a moyen. Effectivement, il y a plus cher. Hein. La même machine est en vente sur eBay d'ailleurs pour 1,5 million $. Donc si t'as raté celle à 400 000, tu peux toujours te 400 000 sur celle-là. Une maison donc, ou un Apple I, et on dit pas s'il a été bien entretenu avec de l'huile de lin ou un truc comme ça. On sait pas encore. Ouais, il a l'air en très bon état. Et oui, l'écran, enfin, qui est un vieux moniteur d'époque, mais qui était pas fourni avec, hein, c'est un moniteur bonus, on va dire. Voilà, il est fourni offert à gratuitement. 400 000. Il est fourni gratuitement pour 400 000 $. Il faut absolument qu'on parle de ce sujet. Je trouve que c'est à la fois rigolo, désolant, mais aussi intéressant. Cette affaire de conflit juridique dans laquelle Apple se retrouve embarqué. Alors en fait, c'est plus l'industrie des smartphones et des tablettes qui se retrouve embarquée. Raconte-nous ce qui s'est passé. Ça a fait pas mal de gros titres dans le monde de la tech, notamment aux États-Unis, Guillaume. Ouais, c'est une anecdote un peu bizarre avec un iPad et un juge qui est un petit peu paumé, quand même j'ai l'impression, qui a fait les choux gras de la presse américaine. Pas tout jeune, et apparemment ici aussi un petit peu. Donc ça concerne le procès de Kyle Rittenhouse, qui a tué 2 manifestants pendant les manifestations de Kenosha. Enfin, les émeutes de Kenosha, certains disent en 2020. Donc c'est un procès très lourd, hein, très sérieux, et donc lors d'un témoignage des parties civiles, on a utilisé des vidéos de drone de l'accusé. Et à un moment, comme on voyait pas grand-chose, il a zoomé avec ses doigts. Et là, le juge lui a interdit de le faire. Pourquoi ? Parce que selon lui, zoomer altère la vidéo en insérant des détails qui ne sont pas là. Et après, s'ensuit un dialogue surréaliste entre procureur et avocat de la défense et juge qui démontre de manière effrayante les dangers de l'ignorance numérique, hein, puisque c'est vrai qu'on parle d'alphabétisation numérique des fois. Ben là, c'est un peu le contraire, tu vois, parce que je cite l'avocat de la défense, attention, les iPads ont de l'intelligence artificielle qui permettent de voir les choses sous 3 dimensions et logarithmes. Je précise qu'il a bien dit logarithme. Tu cites, SIC logarithme. Il poursuit même, leur logarithme crée ce qu'ils pensent être en train d'arriver et pas ce qui arrive. Et là, on parle du pinch to zoom, hein, tu zoomes avec les doigts, voilà, on écarte les doigts. Globalement, ça fait un filtrage bilinéaire, quoi. Le procureur, lui, compare ça à une loupe, mais le juge objecte que c'est à l'accusation de prouver que le zoom n'insère pas de nouveaux pixels. Mais en fait, bien sûr que si, ça insère de nouveaux pixels, sinon ce serait pas un zoom. Puisque voilà, il faut bien qu'il y ait plus de pixels, sinon c'est pas plus gros. Donc la situation est tragique, hein, parce que c'est quand même un procès avec de gros enjeux. La défense, à mon avis, force le trait, je pense, parce que voilà, ça l'arrange. Mais le juge, qui a clairement pas l'âge d'être sur TikTok, hein,
il est loin de balayer d'un revers de main ce genre d'argument, alors que ça, il devrait le faire en fait, parce que voilà, le fait de zoomer ne rajoute pas de détails significatifs. Tu vois, ça semble pas évident pour tout le monde, ça. Et pire, il semble qu'il y a une énorme confusion sur ce que fait tel ou tel appareil, tel ou tel algorithme. Et le pire, c'est que ça peut un peu se comprendre, parce que tout le monde parle d'IA tout le temps, l'IA est partout, au moins dans la presse, et si on ne s'intéresse pas trop au sujet, ben, il est facile de faire des amalgames et de voir de l'IA partout, qui manipule tout, qui change tout, et encore aujourd'hui, ces arguments ne tiennent pas, parce que c'est vrai que l'algo de zoom de l'iPad, ben, il est assez simple, c'est vraiment un zoom simpliste, quoi, tu vois, ça interpole, et puis voilà. Mais sur les Google Pixel, par exemple, tu parlais du DLSS, effectivement, mais même sur les Google Pixel, ils se vantent de faire de la super résolution avec des modèles de deep learning. Et dans ce cas-là, ben, le zoom ne se contente pas de rajouter des pixels dont la couleur est interpolée entre les pixels qui existent, quoi, tu vois. Là, il rajoute vraiment des détails qu'il pense, entre gros guillemets, être là. Même si évidemment c'est limité à une texture qui chope dans sa base de connaissances, mais quand même, il rajoute vraiment des détails. Donc si dans le procès de Kenosha, là, ben, les objections du juge prêteraient presque à sourire, ben, et dans 10 ans, ça sera quoi ? Ouais, je suis entièrement d'accord. En fait, c'est la même réflexion que je me suis faite, c'est qu'au début, on en rigole parce qu'on se dit, bah, faut vraiment être à côté de la plaque pour soulever ce genre de choses. Et en même temps, quelque part, je suis hyper content de voir que, et d'ailleurs une personne peut-être aussi âgée, et d'ailleurs on n'en sait rien, peut-être qu'il est passionné par l'informatique sur certains aspects, j'en sais rien, mais on peut pas savoir, Mais en tout cas, je me félicite que quelque part un juge, même si ses décisions et ses arbitrages sont évidemment problématiques, mais au moins ait ce réflexe, parce que comme tu dis, vu le train, je pense même, par exemple au smartphone Huawei, je te prononce toujours mal, qui prenait des photos du ciel étoilé, mais qui réinventait vraiment la composition du ciel avec une restitution des étoiles, de la lune. Tu sais, on avait vu la manière dont ça fonctionnait, comme d'ailleurs tu le mentionnes pour les pixels. Bah finalement, je me dis, c'est bien aussi que la justice commence à s'interroger et doute un peu des éléments qui lui sont présentés. Bon, là, faut peut-être pas douter de tout et de n'importe quoi non plus, mais quelque part, je peux me féliciter qu'il y ait ce réflexe, quoi. Bon. Bah, il est pas exclu qu'un futur gros modèle génératif qui zoome sur une voiture, par exemple, puis donc sur une plaque d'immatriculation, crée une plaque qui soit visuellement crédible, avec des nombres aléatoires. Ouais, tout à fait. Pas impossible. D'ailleurs, j'ai essayé cet après-midi. J'ai essayé. Il y a plein de services en ligne, tu sais, qui permettent de faire de la super résolution. Et en général, c'est vraiment pas très bon. D'ailleurs, hein, très honnêtement, c'est pas génial. Et bon, j'ai pas eu accès aux trucs professionnels de Photoshop ou quoi, parce que j'ai pas accès. Bon, mais mes tests sont pas révélés extrêmement concluants parce qu'à chaque fois, si tu veux, oui, c'est moins pixelisé, enfin, c'est moins flou. Mais c'est pas des trucs lisibles. Mais dans un cas, les résultats étaient un peu meilleurs que d'habitude, et effectivement, le 5 est devenu un S, par exemple. Mais un vrai S crédible, tu vois. Est-ce qu'il a vu un 5, il savait pas trop ce que c'était, moi non plus, je savais pas trop ce que c'était, hein, vu que c'était une image de faible résolution. Quand je lui ai demandé de multiplier la résolution par 4, c'était un 5, je sais que c'était un 5, parce que c'est moi qui ai dégradé l'image. Mais par contre, lui, il a vu un S. Et il a affiché un S tout à fait crédible. Donc, c'est vraiment le début, les balbutiements. Mais il faut bien se dire que ce genre de truc, dans 10 ans, on ne sait pas ce que ça peut donner. Ouais, moi je suis derrière la rigolade. En fait, je suis hyper content de voir qu'il y a des juges et des questions qui se posent dans ce sens-là. Ça veut dire qu'effectivement, ils commencent à douter. C'est sans doute trop tôt, mal appliqué et ça se porte pas sur les bons sujets. Mais quelque part, c'est bien de se poser la question. Je sais pas si tu voulais rebondir, mais je crois qu'on a fait le tour sur les directives qui demandent ou sur lesquelles Apple a demandé à repousser la mise en application. On en a parlé, on va pas reboucler sur le sujet. Par contre, il y a un dernier sujet qui concerne Apple et alors j'avais pas du tout vu venir ce sujet. Aussi, mais pas que. Bon, on va voir. Mais en tout cas, ça commence à concerner notre metaverse, Guillaume. Oui, c'est l'USD. L'USD revient à la mode. Alors, l'USD, c'est pas l'US dollar. Hein. C'est le format de scène 3D qui est utilisé par Apple, justement. Mais il a été inventé par Pixar il y a une trentaine d'années. Bon, Apple, Pixar, on se demande pas pourquoi est-ce que c'est eux qui l'utilisent aussi, mais bon, chez Pixar, tu sais qu'évidemment, ils pondent des modèles 3D, des scènes 3D avec plein de détails qui doivent être rendus de manière vraiment impeccable. C'est leur métier, hein. Et donc, ils ont très tôt utilisé en interne, très longtemps, un format de description d'objets, de scènes 3D, hein, pour réutiliser les assets. Et en 2016, le format est devenu ouvert, et Apple l'utilise désormais, et c'est sans doute probablement le format de fichier de base pour ses projets de réalité mixte, quoi. Donc USD, c'est supporté par plein de gens maintenant, hein. C'est supporté par Unreal Engine, c'est supporté par le Omniverse de Nvidia.
on évoque une sorte de HTML de la 3D, en fait. Donc évidemment, un HTML de la 3D, ce serait un composant essentiel pour un métaverse, je suppose. Et comme Nvidia vaut déjà son Omniverse comme un métavers, USD pourrait devenir en fait un standard de fait, quelque part. Alors, moi je dis que c'est pas tout à fait sûr, parce qu'il faut quand même se souvenir que le HTML de la 3D, ça a déjà existé. Ça s'appelait VRML. Souvenez-vous de VRML? Non, vous vous souvenez pas? Ça date de 94. Je suis si vieux que ça? Oui. Moi, ça ne me dit rien, Guillaume. Je suis désolé. VRML a eu sa petite heure de gloire vers 2000, peut-être. Son objectif, c'était de faire des sites web en 3D. Ça vous rappelle rien? Les rêves de Metaverse ne datent pas d'hier. Mais VRML est arrivé vraiment trop tôt, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de carte 3D, il y avait des modems 56K. Bon, voilà, je vous laisse imaginer le rendu. C'est pour ça que VRML est devenu plus tard X3D, qui est sorti en 2004. Évidemment, ça dit rien à personne non plus. X3D est plus moderne pourtant, c'est du XML, c'est intégrable en HTML5, et pourtant, non. Et pourtant, il y a aussi plein d'autres formats. Il y a aussi Collada, il y a O3D, qui est fait par Google. Il y a GLTF. Pardon, excuse-moi. Je t'ai entendu. Donc, il y a GLTF, qui est fait par le Chronos Group, et finalement, il y a WebGL qui s'est imposé, c'est tout. Mais c'est vrai que, finalement, est-ce que USD réussira à s'imposer mieux que X3D? On verra, ça va dépendre, je pense, beaucoup d'Apple, et bien sûr de Meta. Bien sûr. Alors Meta, justement, on va continuer à en parler parce que bon, il y en a à toutes les sauces du Meta. Maintenant, vous allez en manger. C'est pas Tech Café, c'est Meta Café bientôt. Mais on va en tout cas parler de plein de sujets qui tournent notamment autour de présentations de Nvidia. Guillaume, allons-y, lançons-nous. La semaine dernière, je vais y arriver, c'était la GTC 2021. Et bon, moi, c'est vrai que j'avais un petit peu peur qu'on soit un petit peu trop orienté la hype métaverse, justement, qu'on parle de tout ça à tort à travers. Et en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Pas tant que ça. Oui, c'est pas tant que ça, plutôt, parce que quand même. Et bon, alors la keynote, donc, a fait presque 2 heures, mais elle est vraiment intéressante et même assez inspirante, je dirais, même s'il faut quand même garder à l'esprit que c'est du matériel promotionnel. Donc, il y a le premier segment, par exemple, qui s'appelle I Am. C'est I am AI, finalement, c'est, voilà, je suis une IA, et c'est typique d'un truc grandiose, quasi pompeux, exagérément optimiste vis-à-vis de ce qu'on peut apporter l'intelligence artificielle, mais ça fait quand même du bien, finalement, de voir aussi toutes ces recherches scientifiques, toutes ces avancées, toutes ces promesses, dont certaines seront sans doute tenues, faut quand même le dire. Il en faut. Et donc, l'aspect grandiose est renforcé par une musique qui presque John Williams, une musique, on dirait une musique de film, mais pourtant elle a été composée par un algorithme. Comme si elle était arrangée par un humain. Donc bon, voilà, comme je suis pas musicien, je sais pas trop, mais globalement, ça a été fait par une IA et arrangé par un humain. Et donc, Jensen Huang, qui est donc arrivé comme ça, présenter sa keynote avec son indispensable blouson en cuir noir, est resté très fidèle à lui-même, avec beaucoup de science finalement, une présentation très riche, très léchée, RTX on évidemment. Donc, Nvidia, tu sais que ça a plus grand chose à voir avec le fabricant de cartes graphiques qu'on peut avoir en tête encore aujourd'hui. Comme il le dit dès le début lui-même, Jensen, Nvidia propose désormais une solution complète qui va du data center au robot embarqué, en passant par les avatars intelligents et plein d'autres trucs, et au passage, les jeux vidéo. Mais c'est presque à la marge en vérité aujourd'hui, parce que donc il a des solutions hardware. Et en fait, tu sais qu'il a 3 gammes de puces, mais non, il fait carrément 3 gammes de puces. Il fait des CPU, des GPU et des DPU. Et donc, il les intègre dans différents systèmes. C'est des trucs en X, donc c'est DGX, RTX, AGX, etc. Bon, CPU, GPU, vous connaissez, j'imagine, ça va. Les processeurs, les cartes graphiques, les tout puces de cartes graphiques. Exactement. Et DPU, c'est Data Processing Unit. Et en gros, un DPU, pour faire simple, c'est les puces qui vont entrer dans les switches. Les switches intelligents. Pas les Nintendo Switch. Pas les consoles de jeu, les Switch. Disons qu'une Nintendo Switch, c'est intelligent quand même, mais bon, pas tout à fait, mais c'est pas, y a pas de DPU dedans. Non, en fait, voilà, évidemment, les Switch, donc là, vous branchez vos trucs en Ethernet pour qu'il y ait, plein de trucs en Ethernet pour les réunir sur le même réseau. Donc, un Switch, effectivement, c'est pas très sexy, quoi. C'est un truc hyper utilitaire. Et c'est vrai que quand on pense supercalculateur ou data center, on pense pas forcément au Switch. Pourtant, ils sont aussi importants que le reste, en fait, On peut même s'intéresser un peu à ça, c'est intéressant. Peut-être que tu peux rappeler, il y a des personnes qui savent pas ce que c'est qu'un Switch, quand ils entendent Switch, ils pensent à la console de Nintendo, faut peut-être qu'on le rappelle. Écoute, quand t'as, je sais pas moi, quand t'as plusieurs ordinateurs reliés en Ethernet, comment tu fais ? Il faut les relier via une multiprise.
tout simplement. C'est une En multiprise Wi-Fi, Ethernet. Guillaume, enfin, en 2021. Bon, sans Wi-Fi, Oui, alors en mais fil. le Wi-Fi, si tu veux, c'est très bien, le Wi-Fi. Mais quand tu veux des données stables et des très hauts débits, c'est de la Bien merde. sûr, bien sûr. Donc, non. Et quand tu veux faire passer des volumes massifs de données très très rapidement, tu passes par le filaire, tu prends des câbles. D'ailleurs, tu passes même pas par Ethernet, tu passes par des trucs beaucoup plus rapides que ça, mais bon. Dans les maisons, c'est Ethernet. Donc, vous avez en gros un switch, c'est tout simplement une multiprise Ethernet. Vous avez plusieurs machines qui partent en Ethernet, vous les branchez sur un switch, donc elles sont réunies comme ça sur le même réseau. Alors, évidemment, il y a... C'est avec ça qu'on faisait Ça peut des être plus LAN, compliqué. d'ailleurs. Des compétitions de réseau local quand Oui, on passait oui, pas oui. par Internet. Moi, j'ai Oui, fait parce que du Warcraft. avec Ethernet ça. n'est pas un protocole pair à pair, en fait. C'est un protocole où tu dois passer par un tiers. Donc, tu dois passer par un switch ou par un routeur. Un routeur, d'ailleurs, bon, je dis switch, mais c'est même plutôt des routeurs, en réalité, il faudrait dire. Mais bon, globalement, pour faire très simple, c'est des multiprises Ethernet, quoi. Voilà. Et ça permet de faire des réseaux qui peuvent avoir des topographies différentes, avec des réseaux, des sous-réseaux, etc., etc. Et donc, en fait, c'est... Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un data center, finalement, si c'est pas un réseau géant, avec des milliers de machines? Donc, évidemment, les switches, c'est ce qu'ils font, ils relient ces machines entre elles. Par câble, hein, ils les relient entre elles et au monde extérieur. Donc finalement, les switches, qui sont donc les nœuds de communication, ils ont une problématique à part entière. Toutes les données que traitent les nœuds, toutes les données que traite le data center passent par eux. Donc ils sont cruciaux. Donc supposez que vous êtes Facebook par exemple. Vous imaginez le mal au crâne que ça représente de faire un réseau de machines capable d'encaisser 2 milliards d'utilisateurs quotidiens sans prendre feu. Bon, enfin Facebook, Meta, change la topologie de ces data centers, d'ailleurs, en fonction des switches et des routeurs qui lui sont disponibles. Et donc, le switch professionnel, ça se met en rack, hein, c'est des trucs énormes, hein, comme des nœuds de calcul, en fait. Hein. Un rack de switch complet, ça doit peser une vingtaine de kilos, et chaque switch doit proposer une cinquantaine de ports, donc de prises. Mis en rack, tu peux en accumuler des centaines dans chaque slot de ton armoire. Donc, par exemple, Facebook, ils utilisent des Wage 400, donc ça fonctionne à 400 gigabits par seconde, et tu peux agréger jusqu'à 12 terabits par seconde. Donc on est un petit peu loin de ma connexion gigabit Ethernet de la maison, tu vois. Il y a plus de besoins, oui. Ils n'ont pas simplement besoin de Ils ont télécharger des plus pages de web. besoins. Voilà. Et donc ces switches qui voient passer tous ces terabits, les traitent avec des puces spécialisées, des ASIC, et qui doivent être assez costauds, hein, et ça chauffe pas mal, parce que ça voit passer quand même pas mal de trucs, et ça conditionne aussi les performances maximum des switches. Les puces qu'on est capable de faire pour gérer tout ça. Et c'est donc, vexant parce que si on se met pas à la hauteur de la performance des serveurs, ça sert à rien d'avoir des serveurs, des machines qui soient très puissantes Oui, si c'est jamais clair. les switches suivent pas du coup. C'est clair, c'est exactement la même problématique que la mémoire et le processeur. Si le processeur il peut être très très rapide, s'il n'arrive pas à avoir les données qui sont en mémoire à temps, il se tourne les pouces quoi. Et c'est exactement pareil pour les nœuds de calcul. Les nœuds de calcul, s'ils n'ont pas les données, ils peuvent strictement rien faire. Donc c'est extrêmement important d'avoir des trucs performants bien entendu. Et en plus, comme ces nœuds-là de communication, ces switches et nœuds de communication, ils voient forcément passer strictement toutes les données qui passent par le data center, ça donne des idées. Pourquoi ne pas faire des traitements sur ces données qui seront du coup pas à faire par les nœuds de calcul? Ah, ouais. Et ça, c'est le boulot des DPU. Chez Nvidia, c'est la ligne Bluefield, et plus largement les Quantum 2, donc c'est sa ligne de switch, en fait, des Quantum 2, et des switches haute performance 400 gigabits à l'infini de bande, hein, sur 64 ports. Et donc, on peut faire des switches intelligents, voire très intelligents. On peut faire, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? On peut faire des stats, déjà, de la télémétrie, de la compression, de la détection d'intrusion. On peut isoler même les applications de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'en gros, les applications qui sont sur les nœuds, elles discutent avec un réseau, et ce réseau est abstrait. Et en fait, ce réseau abstrait est mis à la disposition par les switches intelligents, ou les routeurs intelligents, qui, eux, s'occupent du vrai réseau matériel, avec sa topologie, etc., ou ses problèmes, hein, il peut varier, mais finalement, même s'il varie, les applications ne voient rien. Donc voilà, le truc peut changer, les applications n'ont pas à s'en préoccuper. Et pour la détection d'intrusion, c'est pareil, ça se fait en amont, donc en fait les machines, elles voient rien. C'est ce qui se passe avec Morpheus, c'est une solution de protection des réseaux internes basée sur du deep learning. Donc c'est un modèle qui tourne sur les switches eux-mêmes, et qui détecte les intrus, et qui les bloque automatiquement, sans même que les nœuds de calcul ne s'en rendent compte. Donc, rendre les switches plus intelligents, c'est une tendance dans le secteur. Nvidia est un concurrent important maintenant pour les supercalculateurs et les data centers, mais aussi pour tout le reste. C'est vraiment... bon, voilà, donc ça, c'est les switches.
Mais donc ça c'est un des trucs qui finit par X, hein, mais finalement il y en a plein de trucs qui finissent par X. Alors qu'est-ce que c'est? On n'a pas dit vraiment. Mais... Donc j'ai dit qu'il y avait les DGX, et les DGX c'est les mainframes un petit peu d'NVIDIA. Donc c'est des grosses machines, c'est des gros trucs de serveurs qui vont dans les entreprises. Hein. C'est pas vraiment forcément des clouds, mais voilà, c'est des clouds locaux on peut dire. Donc c'est des gros ordinateurs. Après, il y a les SGX qui sont des nœuds pour data center. Il y a les RTX, que vous connaissez sans doute, hein, c'est des accélérateurs qui sont en fait des accélérateurs polyvalents et pas juste des cartes graphiques. Et puis il y a les AGX. Et les AGX, c'est les solutions embarquées pour les robots ou les voitures autonomes. Et aussi éventuellement pour le matériel pro-spécifique. On pense à du matériel médical, voilà, des trucs de radiographie, etc. quoi. Et tout ça, ça tourne sur quoi? Ça tourne avec une pile logicielle qui est monstrueuse, hein, qui est constituée de pas moins de 150 bibliothèques de programmation, une foule d'applications, dont Omniverse, par exemple, dont il a été beaucoup question, oui, tu Tiens donc, doutes. Comme par hasard. Évidemment. Bon, alors c'est quoi Omniverse, hein? Si on voulait simplifier, Omniverse, c'est un peu comme un moteur de jeu, comme Unreal, l'Unreal Engine. Donc c'est un espace 3D où on place des objets, des acteurs, avec différents moteurs physiques qu'on peut représenter de manière plus ou moins réaliste, hein, du point de vue du rendu. Mais tout ça, c'est pas destiné à tourner sur une console de jeu, tu vois, c'est pour les pros. Donc les modèles physiques, c'est du sérieux. L'IA, c'est des vrais modèles de deep learning, bien fat, et le rendu, c'est pas ta petite GeForce qui va la faire, mais c'est un gros Cussler Tesla dans un cloud quelconque. C'est un truc pour les pros, vraiment, donc c'est une sorte de super moteur. Et du coup, on peut faire des trucs plutôt sympas, évidemment, vous vous en doutez, hein, puisque en plus des gens comme Ericsson ou BMW, ils ont les moyens, hein, donc ils peuvent mettre pas mal de fric dans leur simu. Et Omniverse, finalement, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait converger un petit peu toutes les piles logicielles NVIDIA dans un espace de travail de visualisation en 3D qui est collaboratif. Donc plusieurs personnes peuvent, comme un Google Doc, sauf que c'est un univers 3D simulé. Donc par exemple, BMW peut modéliser son usine entière et étudier les meilleurs placements de robots, par exemple. Aussi les meilleurs routages de robots, et il peut même concevoir à l'intérieur des modèles de robots qui auront des modèles d'intelligence artificielle, qui vont s'entraîner dans la simulation avant d'être fabriqués pour de vrai. Et ça, ils ont un truc pour ça qui s'appelle Itzhak, qui est une plateforme robotique qui permet donc d'entraîner les robots dans un matrix pour robots, et après de les extraire. C'est des sujets qu'on a déjà abordés d'ailleurs, hein, sur l'entraînement des robots. Hein. Tout à fait. Un concept donc, fondamentalement nouveau. Non, Itzhak, c'est pas fortement nouveau. Le nouveau, il y a Reopt, qui est une solution d'optimisation logistique qui est intégrée Omniverse. Après il y a Drive qui est pas vraiment nouveau et qui continue d'évoluer, hein, c'est pour les voitures autonomes, et c'est prévu pour tourner sur les puces Orin de la marque. Il y a un autre exemple intéressant, par exemple, c'est Ericsson. Ericsson, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est un prestataire de téléphonie. Donc lui, il a modélisé une ville avec tous ses bâtiments, ses arbres, etc. Et puis avec tous les paramètres physiques des bâtiments. Enfin, tous ceux qui sont pertinents pour la propagation des ondes 5G, puisque c'est ça qui les intéresse, hein, c'est placer et régler au mieux les antennes relais. Donc en fait, t'as une ville photoréaliste, que tu peux rendre de manière photoréaliste, t'es pas obligé bien sûr, mais bon voilà. Pour la démo, bien sûr, c'est rendu de manière photoréaliste. Et en fait, dedans, t'as la propagation des ondes qui est simulée en temps réel. Et c'est marrant parce que cette simulation, en fait, elle fait un gros usage du ray tracing. C'est intéressant parce que le ray tracing, c'est devenu un truc de jeu vidéo qui améliore parfois à la marge les graphismes. On le rappelle, le ray tracing, c'est une manière de calculer quelque part les rayons de lumière, alors qu'avant, je le fais de manière très schématique, hein, alors que dans les jeux vidéo, avant le ray tracing, dans des procédés technologiques antérieurs, on a tendance à les simuler et à simuler leur rendu plutôt que de vraiment calculer les rayons de lumière. Je le fais vraiment dans les grandes lignes, hein, pour rappeler si vous connaissez pas le ray tracing. C'est compliqué à chaque fois de pas vouloir tout réexpliquer. Dans les jeux vidéo, on simule l'éclairage d'une manière extrêmement simpliste, en fait. Hein. On ne modélise pas la propagation des rayons lumineux dans un jeu vidéo. On fait des tâches qui font office d'ombre, etc. On utilise des techniques beaucoup plus simples que la propagation directe des rayons lumineux. Et le ray tracing, c'est juste, tu suis les rayons. Mais en fait, ces rayons, ça peut être des rayons de lumière, mais ça peut aussi être des ondes radio, ça peut aussi être des ondes sonores. Et on peut savoir, par exemple, en faisant du ray tracing, on peut savoir, par exemple, que si t'es derrière un mur, tu ne peux pas entendre quelqu'un. Alors que si tu fais pas de ray tracing, c'est très difficile de le savoir finalement, tu vois. Donc, ça peut permettre d'avoir des rendus sonores dans les jeux vidéo qui sont de meilleure qualité. Donc ça, c'est un truc qui avait déjà été expliqué. Et tu peux aussi, donc, comme fait Ericsson, tu peux aussi utiliser ça pour la propagation des ondes radio. Et donc, j'ai utilisé le ray tracing pour modéliser, par exemple, la réverbération des ondes radio sur les bâtiments et voir
quelles étaient les zones où les ondes se concentraient, les zones où elles étaient plus faibles, etc. Et ce qui est marrant, c'est que le RTX accélère aussi tout ça. Donc il y a des trucs vraiment qui peuvent être beaucoup plus sérieux en fait que juste on fait plus de reflets quoi sur les carrosseries ou ce genre de trucs. Donc il y avait tout ça, et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y avait les modèles de PhysicsML aussi qui moi m'ont beaucoup impressionné. C'est un des trucs les plus intéressants peut-être de la GTC. Bon, même c'est pas totalement une complète nouveauté non plus, mais bon, parce qu'on avait déjà évoqué, je sais pas si tu te souviens, qu'il était possible de faire des simulations physiques de mécanique des fluides par exemple avec des réseaux de neurones. Donc en gros, un réseau suffisamment profond peut approximer un peu n'importe quelle fonction. Donc pourquoi pas de la physique. Après tout, pratiquement aucun système différentiel peut être résolu analytiquement. Donc on résout presque toujours en faisant des approximations. Alors pourquoi pas faire des approximations par des réseaux de neurones, plutôt que par des éléments finis, par exemple, tu vois. Et depuis 2 ans, peut-être, les scientifiques utilisent un petit peu cette universalité des neurones là pour divers modèles et ont même pu généraliser ça à des systèmes différentiels assez génériques. Et donc Jensen utilise la terminologie PhysicsML pour Physics et Machine Learning. Je sais pas si c'est un terme consacré désormais, mais en tout cas, ce truc-là, c'est quand même une révolution. Parce que les simulations PhysicsML ne sont pas moins bonnes au niveau de l'approximation qu'elles donnent, et elles demandent moins de calculs que leur contrepartie, et en plus, elles peuvent tirer parti des accélérateurs deep learning qui ont fleuri un petit peu partout ces dernières années. Résultat, on peut faire des simulations physiques qui vont 10, 100 fois, parfois 1000 fois plus vite, et c'est vraiment, ça fait quand même vraiment une énorme différence. Et la nouveauté, c'est qu'NVIDIA empaquette ça dans une offre qui s'appelle Modulus. Modulus, c'est une bibliothèque clé en main un petit peu pour accélérer la simulation de ton système physique favori, pourvu qu'il s'exprime pas d'une manière trop exotique, quoi. Et tout ça en Python. C'est assez accessible fou, du coup. Et ouais, c'est beaucoup plus accessible. Vas-y. J'arrête pas à chaque fois de repenser quand on parle d'NVIDIA à ce dossier que tu avais préparé. Alors c'est pas il y a très longtemps, c'est quand même il y a 1 an. Alors l'histoire de la technologie c'est il y a très longtemps, mais c'est évidemment encore très actuel sur l'histoire de NVIDIA, parce qu'effectivement je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui peuvent associer NVIDIA à simplement de la carte graphique, à du rendu visuel, et c'est tellement plus large. C'est une entreprise qui est tellement captivante à suivre, et ça fait un peu figure d'exception, j'ai l'impression, pour qu'ils arrivent à toucher autant de domaines et à autant apporter d'évolution dans les différents domaines technologiques qu'ils abordent. Donc NVIDIA, on suit jamais assez, je pense. Mais il y a eu encore d'autres trucs. Tu sais que pour ce truc de PhysicsML, ils ont annoncé Earth 2, qui est une simulation climatique de la Terre entière. Ah oui, j'ai vu ça, effectivement. Et par les temps qui courent, ça peut être intéressant. Donc il y avait QQuantum, un simulateur d'ordinateur quantique. Ça permet de tester des algorithmes pour des machines qui existeront sans doute bientôt. Et plus proche du quotidien peut-être quand même, NVIDIA se lance aussi dans la course au modèle de langage, comme Microsoft et Google. Donc il a désormais son modèle commercial qui s'appelle Nemo Megatron, issu de Megatron. C'est un modèle à 530 milliards de paramètres et 105 couches. Il avait dévoilé ça en octobre. Et Megatron est génératif comme GPT-3, donc il sait traduire, compléter des phrases, répondre à des questions. Et pour le prouver, on a eu une démo toute mignonne avec Toy Jensen. Je sais pas si tu C'est l'as donc vu. ça, bien sûr que j'ai vu cette vidéo. J'avais pas suivi le fond parce que j'ai juste trouvé ça mignon et je suis pas allé plus loin que ça. Mais oui, c'est là où il est en jouet, où tu peux lui poser des questions incroyables et il répond à tout, tel le meilleur des chatbots qu'on a jamais vu. Bah ouais, c'est un petit bonhomme en plastique, donc qui a l'effigie de Wang, qui répond à des questions compliquées sur la détection des planètes extrasolaires, par exemple. Et ouais, ça a l'air de marcher pas mal. Alors bien sûr, il est en 3D et en ray tracing. Et dans la catégorie Avatar, on a aussi les projets Maxine et Tokyo. Donc le premier projet Maxine, c'est l'avatar réaliste. Donc c'est cette femme là un petit peu qui peut parler, qui peut parler comme toi en fait, même si elle est complètement en 3D. Et elle peut aussi parler dans une autre langue en temps réel, pourquoi pas. En même temps, de plusieurs langues différentes. C'est assez impressionnant dans la vidéo, effectivement, les restitutions qu'il peut y avoir. Et après, il y a Tokyo. Tokyo, c'est un chatbot en 3D qui prend les commandes dans un fast-food. Donc c'est le petit teuf là. La démo montre une situation pas facile quand même, où un couple fait une commande un peu compliquée. Avec des tellement changements représentatif des commandes de couple dans les fast-food, enfin. Tu sais, il y a des changements, des hésitations, gna gna gna. Bon. Les petits persos s'en sortent bien et il ne fait aucune remarque, alors que le mec prend un burger vegan avec un soda. Bon. En même temps, le chatbot lui propose même de prendre une limonade avec son burger, ce qui est une hérésie, si t'as une langue fonctionnelle. Mais bon. À ce bug près, c'est plutôt convaincant.
Dans l'Omniverse, voilà, les avatars pourront bouger, parler dans n'importe quelle langue, et voilà. Et Wang, évidemment, a la vision d'un omniverse immense, où chaque boîte pourra mettre en place un petit monde interactif en créant un métaverse, hein, bien entendu, mais relié par l'omniverse de Nvidia. Donc l'avenir nous dira quels métaverses apparaîtront et comment. Mais bon, la keynote était quand même plaisante à suivre, j'ai trouvé. Chacun veut sa part du gâteau. Sur cet avatar-là qui prend les commandes du fast-food, je le trouve quand même assez flippant. Je sais pas ce qu'ils ont voulu représenter. Toi, tu dis que c'est un petit œuf, c'est intéressant. Bah, c'est un truc dans un petit œuf, je sais pas où on dirait. Mais... J'y vois une espèce de microbe dans un tic-tac, un peu flippant, extraterrestre. mais probablement des mauvais souvenirs des tic-tac de mon côté. Bon, on va continuer à parler Metaverse. Métavers. J'ai vraiment envie de dire métavers, tu sais, pour trouver la formulation française. Je sais pas si elle s'officialise comme ça. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça que je le dirais, parce que oui, on va voir des premiers métavers apparaître à tort et à travers, forcément, et ceux qui veulent être précurseurs dans le sujet, ce serait la Corée du Sud, et notamment Séoul, qui veut être la première méta-capitale, Guillaume. Écoute, Meta aurait eu au moins le mérite de mettre le mot métavers, enfin de remettre le mot métavers à la mode. Séoul veut devenir la première capitale du métavers fin 2022. Donc il y a un plan de 3 millions de dollars à peu près pour la ville sur 10 ans quand même, hein, qui inclut un volet métavers, qui doit permettre de mettre en place un espace virtuel avec des services publics, des espaces pro, un incubateur de start-up. Le tout doit être complètement finalisé en 2026 et honnêtement pour l'instant il n'y a aucun détail. Il y a même, c'est même effrayant à quel point il n'y a aucun détail. La question du terminal n'est même pas évoquée. Ça ressemble à un effet d'annonce. Sans déconner. Qu'est-ce qu'il faudra? Je sais pas. Un PC, des lunettes VR, un implant cérébral, un Minitel, je sais pas. Tout aussi vagues sont les plans de Disney d'ailleurs, dont le président a évoqué les plans pour faire le saut dans la réalité virtuelle. Voilà, depuis que Meta s'appelle Meta, depuis 2 semaines donc, tout le monde s'efforce de placer le mot, hein, voilà, pour éviter de laisser le morceau de ce marché hypothétique à 2 trillions de dollars, je suppose. Mais d'ailleurs, c'est ce que dit en substance Neil Stephenson. Neil Stephenson lui-même, hein, l'auteur de Snow Crash, et donc l'inventeur du terme Metaverse, qui sort un nouveau livre d'ailleurs, qui s'appelle Termination Shock, et qui a donné une interview sur CNBC. Est-ce que t'as lu des livres, toi, de Neil Stephenson? Ça me donne envie de les lire, forcément, mais... Je crois pas, il me semble pas du tout, non, aucun. Non, j'ai pas l'impression. Mais bon, écoute, il va bien falloir que je m'y mette apparemment. En tout cas, lui regarde ça avec stupéfaction, notant quand même qu'il y a un gap substantiel entre ce que fait Meta aujourd'hui, c'est-à-dire Facebook, Insta, hein, et sa vision, voire les visions du métavers. D'ailleurs, Neil est plus intéressé par la réalité augmentée que par la VR, parce que il a peur de marcher sur son chat, et il a toujours le problème du mouvement, tu vois, donc voilà, des nausées aussi qui peuvent être associées, qui lui semblent difficiles à contourner, et d'ailleurs il est impliqué avec Magic Leap un temps, donc bon, on va voir. On cite tout ce que je peux faire quand on l'interroge sur les projets de Meta, ex-Facebook. Tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir et regarder cela avec étonnement. Il y a un assez grand écart entre ce que Facebook fait réellement, comme gérer Facebook, WhatsApp et Instagram, et les visions dont il parle pour le Metaverse. C'est effectivement quelque chose d'assez déroutant, cette espèce de dissonance cognitive entre les évolutions d'applications vraiment du courantes, quoi, qu'on a l'habitude de connaître, assez plates finalement, et cette vision assez futuriste, on a du mal à voir la transition. Tu parlais rapidement juste un petit peu de Disney, parce que je sais pas si tu as vu que le directeur technique de Meta s'est exprimé sur d'ores et déjà les difficultés qu'ils entreaperçoivent sur la modération du métaverse. Ça fait déjà l'objet de réflexions en interne, et a priori ils sont pas très confiants. Lui-même dit qu'au-delà d'un certain seuil critique d'utilisateurs, grosso modo ce serait ingérable, mais que quand même il faut se poser la question pour que ce soit géré à la Disney. Donc je vois que Meta s'inspire de la manière dont Disney gère son contenu pour que ce soit très propre. Je sais pas ce qu'il en résultera dans le métavers qu'on abordera peut-être tous ensemble demain. Je parlais de Facebook. Est-ce qu'on a quelques embryons de scandale Facebook de la semaine, Guillaume? Oh, écoute, aussi hype que puisse être le métavers, Facebook lui-même, lui ne semble pas vraiment plus populaire qu'hier, hein. Il y a un sondage SSRS pour CNN en tout cas qui est assez sévère, puisque quand on interroge les gens sur l'effet de Facebook sur la société américaine, 84% disent qu'elle est néfaste et qu'il empire la société. Même parmi ses utilisateurs, en fait, 70% pensent de même. Seuls 7% de la population générale et 14% des utilisateurs pensent le contraire. Bon, le reste pense qu'il n'a pas d'effet. Et il y a une majorité même qui pense que c'est la faute de Facebook, à 55%, le reste pense que c'est la manière dont les gens utilisent Facebook. Et 53% des répondants d'ailleurs pensent qu'il devrait y avoir plus de régulation.
Est-ce que c'est pour ça que Facebook abandonnera certaines options de ciblage un petit peu délicates, comme l'orientation sexuelle, la religion, les opinions politiques et l'état de santé ? Bah écoute, c'est possible, hein. Facebook va aussi d'ailleurs permettre aux utilisateurs de régler leur exposition à d'autres types de pubs, comme la politique, la parentalité, l'alcool, etc. Et pour Instagram aussi, il y a du nouveau, hein, puisqu'ils vont tester une fonction Faites un break, qui va effectivement t'inviter à utiliser, à arrêter d'utiliser Instagram, après un certain temps, réglable, 10, 20, 30 minutes. Donc voilà, difficile de pas voir ces mesures comme préventives, on va dire, face à des actions politiques futures. Déjà, une coalition bipartisane aux États-Unis prépare un truc qui s'appelle le Filter Bubble Transparency Act pour lutter contre l'opacité des algorithmes et des algorithmes de recommandation, hein, de manière générale. Donc la loi pourrait forcer les plateformes à offrir le choix entre un flux qui utilise leurs algorithmes et un autre plus simple, en tout cas transparent, donc c'est exactement comment il fonctionne. Donc pareil, l'exemple le plus simple, ce serait l'ordre chronologique, hein, tout simplement. Et voilà, donc ça concernera que les grosses plateformes, hein, de plus d'1 million d'utilisateurs. Il y a un dernier mot autour du Metaverse quand même, ça nous fait sourire. Unity a annoncé une acquisition d'une entreprise. Il faut absolument que tu nous parles de ce sujet. C'est important ce type d'acquisition, Guillaume. Ben non, mais c'est intéressant. C'est quand même la grosse news de la semaine, on va dire, de la semaine dernière, dans le monde de la 3D. Hein. C'est que Unity, la boîte qui fait le moteur du jeu du même nom, qui est mondialement connu, veut racheter Weta Digital. Weta Digital, c'est un énorme poids lourd des effets spéciaux, hein, avec des gros titres comme Avatar, Le Seigneur des Anneaux, La Planète des Singes, plus récemment Suicide Squad ou Black Widow, hein, et même Le Trône de Fer, d'ailleurs, à la télé. Donc Weta, c'est 275 ingénieurs, et c'est une pile d'assets énorme, et des logiciels 3D en pagaille, qui représentent l'état de l'art, hein, en image de synthèse. Donc par exemple, il y a Manuka, c'est le moteur de rendu photoréaliste avec Loki, le simulateur de physique pour l'eau, les flammes, le feu, le tissu, les muscles. Il y a Koru, le système d'animation squelettale, il y a Barbershop et Facial Tech pour des visages animés et mocap avec des barbes hipster parfaitement taillées. Il y a Tissues pour créer des personnages biologiques, enfin des tissus biologiques, hein, donc des personnages en viande, plus vrais que nature. Il y a Apterix pour la simulation des plumes avec donc des poules parfaites à l'écran. Puis après, il y a Worldbuilding, Lumberjack, Totara, qui crée des mondes immenses et forestiers, ça fait rougir de jalousie la Nouvelle-Zélande. Et j'en passe, hein, donc voilà, comme Eddy, Production Review, Gazebo, etc. Donc, combien pour cette magnifique suite de logiciels 3D de qualité qui, franchement, n'a pas à rougir devant la Creative Suite Adobe? Station, c'est pas Humble Bundle, hein, c'est vraiment pas du tout Humble. Combien de milliards? 1,65 milliard de dollars. Alors, c'est beaucoup. Mais heureusement, pour ce prix-là, les clients viennent avec. Et les clients, c'est HBO et Universal quand même. Ils vont continuer de faire appel à Weta et donc à Unity. Alors pourquoi Unity, dont je pensais pas qu'ils étaient si riches, veut racheter Weta? Alors la raison, elle commence pas par un M, hein, mais elle commence probablement par un U. Parce que Unity a toujours été en concurrence rude avec Epic, hein, avec son Unreal Engine. Or, depuis 1 ou 2 ans, on en a parlé plusieurs fois, Unreal Engine, c'est de plus en plus utilisé dans la télé et les cinémas. La dernière version 5, d'ailleurs, ne fait pas mystère de son objectif d'intégrer à peu près tous les pipelines de production sur tous les plateaux. Et c'est embêtant pour Unity, qui lui se cantonne majoritairement aux jeux vidéo sur Steam et sur portable. Donc, avec Weta, Unity se met à égalité, quoi, voire même limite un peu au-dessus d'Unreal avec des outils pro, vraiment, hein, qui vont de la prévisualisation en temps réel jusqu'au rendu final en 8K master pour les grandes salles, quoi, tu vois. Donc Unity, en intégrant Weta, ça crée une sorte de continuum qui va du jeu, mais même du jeu sur mobile, hein, à la production hollywoodienne, en passant par la télé ou les consoles de salon. Et c'est exactement ce qui est pitché par le CTO d'Epic pour Unreal Engine 5. Donc voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, tout ça augure du meilleur pour les futurs jeux vidéo, c'est ce qui est clair. Weta Digital, il devrait quand même inverser une lettre dans le sens là à 180 degrés pour que ce soit un peu plus classe, je pense. Ce serait important. Rubrique espace, sans transition, avec les malheurs de Jeff Bezos, en particulier Blue Origin, hein, la filiale du groupe Amazon dédiée à la conquête spatiale, qui concurrence évidemment directement SpaceX. Et justement, ils ont pris cher, ils ont une petite gifle en matière juridique, ils se plaignaient, mais ils obtiendront pas gain de cause, Guillaume. Oui, même Jeff Bezos peut perdre. C'est fou. Avec d'autres concurrents mollo, tu sais, qu'il avait attaqué la NASA sur le contrat du lander lunaire. Hein. Donc c'était pour le programme Artemis. Donc SpaceX aurait remporté le un gros morceau, hein, de 2,89 milliards, de manière injuste. Bon, finalement, la Cour a donné raison à la NASA, qui va donc reprendre ses petites affaires avec SpaceX. Cela dit, toute cette petite distraction n'a pas aidé les délais qui étaient déjà exagérément serrés, hein, pour le programme Artemis, qui se voit donc reporté d'1 an à 2025 au mieux.
Donc Bill Nelson, qui est le boss de la NASA, a déclaré que l'objectif 2024 annoncé par Trump n'était pas techniquement réaliste. Avec en plus les retards qui sont dus au procès, le Covid, ouais, c'est bon, c'est plus la peine. Donc 2025, ça devient la nouvelle date, si tout va bien, pour Artemis 2. Donc Artemis 1, normalement c'est en 2022, donc c'est le premier test pour la fusée SLS, la grosse fusée géante de la NASA. Mission sans équipage. Et Artemis 2, ça devrait être une mission avec équipage, donc du coup en 2025. Et Artemis 3, ce sera avec le lander SpaceX. Donc ce sera après tout ça, donc 2026 ou 2027. Et après, il y aura une mission Artemis 4 qui est prévue. Il y a même 2 autres à l'étude. Bon, en gros, ils ont bien de quoi s'occuper toute la décennie. Ils sont contents. À la NASA, ça va. Mais c'est bien quand on est passionné d'espace et je pense que les années à venir vont être plutôt très chouettes. Ça va être intéressant. Bon, alors, il y a d'autres trucs aussi. Parce que Bezos s'attaque pas à Elon que sur SpaceX et la NASA. Ils attaquent aussi Starlink, via Starlink. Ce qui lui fait dire... On rappelle, Jeff, Starlink, c'est le réseau de satellites qui promettent des connexions à Internet en gros sans la fibre, quoi, en passant par les satellites. Oui, voilà, c'est exactement ça. Alors c'est sans la fibre, c'est satellite tout simplement. Et en fait, le truc c'est que tu sais que Bezos donc a attaqué Starlink en disant que Amazon a écrit à la FCC pour dire à quel point Starlink était sans gêne et SpaceX se pensait au-dessus des lois, tout ça. Bon, ça fait dire à Elon que Jeff a pris sa retraite d'Amazon pour pouvoir l'attaquer à plein temps. C'est ce qu'il tweet d'ailleurs, ce qu'il tweetait d'ailleurs. Et en fait, Bezos c'est juste un énorme concurrent, puisque c'est un concurrent évident, frontal, puisqu'il veut lancer lui aussi sa constellation, et elle est pas petite, hein. Et même de moins en moins petite, puisqu'il double la mise, il a doublé la mise dernièrement. Son objectif maintenant, c'est 7774 satellites. Est-ce que ça va pas commencer à encombrer un petit peu nos télescopes, ça ? C'est une catastrophe, et c'est une vraie catastrophe. QPR5 c'est les 7000 satellites là, hein. Ils seront à une altitude autour des 600 bornes d'altitude. Et tous ces machins seront en l'air d'ici 2029. Et la concurrence est rude. Tu sais que Starlink a déjà dans les 2000 satellites maintenant en l'air. Hein. Ils en prévoient entre 12 et 42 000, selon les projections. 42 000. Limite, on n'est pas aux 7000 près pour Amazon, ni même aux 2000 pour OneWeb, parce que les Anglais, là, ils veulent aussi entrer dans la course et envoyer une autre constellation. Et les astronomes, eux, ils pleurent des larmes de sang, tu vois, parce que sur les clichés, les satellites font de grosses traces dégueulasses, et c'est que le début, parce qu'il va y en avoir 10 fois, 20 fois plus. Et on pourrait imaginer qu'il suffirait d'un bon coup d'algorithme d'intelligence artificielle pour corriger tout ça. Ils commencent à y penser, à des algos de traitement d'image de deep learning qui pourraient effacer automatiquement ces traces. Ça ferait des clichés qui seraient plus jolis à regarder, hein, clairement. Mais le problème, c'est que l'algo, il va pas inventer une constellation qui est derrière le trait. Tu vois, il va mettre du noir. Si on cherche de la donnée... Remarque, il pourrait faire pire. Il pourrait vraiment inventer une galaxie qui n'existe pas. Ça serait encore plus fabuleux. C'est peut-être comme ça qu'on va faire les plus belles découvertes, tu vois, en les inventant après tout. Elle est belle, hein. Donc là, les algos ne sauveront pas l'astronomie. Hein. L'astronomie au sol, c'est mal barré quand même. Hein. Parce que là, maintenant, c'est irritant. En ce moment, c'est chiant de voir les traits. Mais à partir de cette année, ça pourrit déjà des mesures et ça va ralentir carrément la science en fait. On va rater clairement des trucs derrière les multiples traînées de ces multitudes de satellites. Et comme si c'était pas suffisant, il va aussi augmenter le nombre de signaux parasites et de fausses observations, c'est-à-dire des reflets, etc. Donc certains veulent réguler le nombre de satellites par les trucs qui existent déjà, puisqu'il y a quand même un traité de l'espace aux Nations Unies qui dit que l'espace doit rester vierge pour l'exploration par tous les États. Mais j'y crois absolument pas, désolé, il y a beaucoup trop de pognon en jeu pour que quiconque se préoccupe des astronomes. Du coup, on a fait à peu près le tour sur le fait que les astronomes se plaignent, mais par contre, ce qu'on n'a pas relayé, Guillaume, c'est le fait que la DARPA voudrait peut-être apporter sa pierre à l'édifice de cette constellation de satellites, pour qu'ils se parlent un peu entre eux, quoi. Ouais, il y en a qui ont déjà pris acte un petit peu de cette prolifération de satellites de tout poil. La DARPA envisage de créer un protocole de communication pour faire le pont entre les constellations de satellites et en gros des sortes de routeurs quoi pour aller avec. Donc ces routeurs, c'est encore d'autres satellites évidemment qui opèrent comme des interprètes, par exemple entre QPR et Starlink. Ils s'appelleront les Space Bacon. Et oui, c'est prononcé Space Bacon. J'aime le bacon. Tout le monde aime le bacon. Bacon pour Space Based Adaptive Communication Node. Bon, donc c'est Space Bacon. Jean-Michel l'acronyme a encore frappé, donc. Eh oui, bien sûr. Donc, alors il devrait avoir chacun 100 gigabits par seconde de débit, consommer 100 watts ou moins, et coûter au moins $200 000. Donc, l'objectif de tout ça, pour la DARPA, ce serait d'avoir un réseau de communication mondial et redondant, en fait. Donc, ce serait utile si les satellites se font descendre, par exemple, voir si une constellation est mise hors d'état de nuire. Parce que oui, c'est possible que le satellite se fasse descendre.
Alors, les Américains l'ont fait ils l'ont fait une fois déjà. C'était l'opération Burn Frost. Ils ont shooté un satellite de reconnaissance qui était en rade avec un missile SM-3 modifié. Et les Chinois d'ailleurs viennent de lancer Shijian 21 qui officiellement peut nettoyer les débris spatiaux, mais que les Américains suspectent d'être en fait une arme spatiale anti-satellite. Faut dire que les détails sont secret défense, alors bon, ça éveille un petit peu les soupçons. Et la Russie a fait exploser un de ses satellites il y a quelques jours, un vieux truc. Je pense qu'il y avait des trucs pas catholiques dedans qu'il fallait pas laisser accessible, j'en sais rien. Et ce qui a créé une constellation de débris. Ils ont été obligés de décaler l'ISS, un enfer. Alors on va conclure cette émission avec une belle rubrique jeux vidéo. L'actualité jeux vidéo dans ces derniers jours, c'est évidemment la mise à disposition de versions anniversaire, 20 ans plus tard, de Grand Theft Auto, GTA 3 et 4, mais qui sont livrés tels quels, quoi. Authentiques, Guillaume, j'allais dire. Bah non, justement, mais ça aurait peut-être mieux valu. Bah si, ils sont livrés authentiques avec les bugs d'origine, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été corrigés par les joueurs entre-temps. Ah oui, mais il y en a des nouveaux, d'accord. Oui, ok. Non, parce qu'il y a des jeux qui font scandale tout le temps, et à chaque fois qu'ils sortent, et GTA est de ceux-là, sauf que là, bah, c'est pour des raisons de négligence quand même fort étonnantes d'un éditeur comme Rockstar, quand même. Et d'un remaster, parce que c'est un remaster, de jeux rétro. Alors, le premier scandale, quand même, c'est que c'est 60 balles, pour GTA 3 et 4, c'est des jeux qui ont 20 ans, donc même en remaster, c'est n'importe quoi. Deuxième scandale, le jeu a été injouable à cause de problèmes de serveur pendant moins 24 heures, qui ont pourri le lancement, donc à ce niveau-là, il vaut mieux l'acheter sur PSP, en fait. Au moins, vous n'êtes pas emmerdé par les serveurs. Troisième scandale, le jeu sur PC était tellement bien fini qu'il était possible de retrouver des commentaires pas toujours très sympas des développeurs dans les scripts. Quatrième scandale, certaines musiques dont Rockstar n'avaient plus la licence n'ont même pas été retirées du jeu. Ah, est-ce que c'est avéré le fait que c'était lié aux licences? J'ai vu qu'il y avait des doutes là-dessus, mais bon, en tout cas, il y a des musiques qui ont été retirées. Ouais, il y a des musiques qui ont été retirées, bon, bah voilà. On suppute que c'est pour des raisons de licence, ouais. Et puis cinquième scandale, honnêtement, les gars qui ont fait ce remaster, ils se sont quand même pas vraiment foulés. Bon, alors déjà, ils ont retiré le brouillard, ils ont essayé de faire beaucoup plus propre. Donc ils ont retiré le brouillard, etc., mais bon, c'est sûr, sur PS2, le brouillard, c'est un cache-misère. Mais deux choses, quand tu retires le cache-misère, tu vois la misère. Donc c'est peut-être pas si malin de virer le cache-misère. En plus, c'est probablement l'effet de pluie le plus moche que j'ai jamais vu de ma vie. Il y a des bugs d'affichage sur les surfaces liquides, en fait. C'est n'importe quoi. Et puis bon, c'est vrai que le brouillard, tu te souviens de Zelda Ocarina of Time sur Switch? Oui. Le brouillard, c'est aussi un effet visuel à part entière. Et donc ça donne une ambiance différente au jeu. Donc le retirer, c'est pas neutre sur le style. Une ambiance un peu onirique d'ailleurs, quelque part. Ouais, complètement. Et retirer ce truc, c'est pas neutre sur le stylistiquement, tu vois. Mais honnêtement, ces remasteriseurs ne semblent pas vraiment le comprendre, et le style, franchement, je sais pas si t'as vu les vidéos, mais c'est pas brillant, quoi. Globalement, c'est pas très beau, les persos sont plastiques, il y a des bugs graphiques, donc il y a des textures aux fraises, des textures de traviole, des textures ancienne résolution c'est n'importe quoi. La version Switch rame, mais vraiment grave, quoi. Alors que, je veux dire, c'est quand même beaucoup moins détaillé que The Witcher 3, par exemple, tu vois. Enfin, c'est hallucinant. Pour un jeu qui a 20 ans, c'est moins fluide en version remaster sur Switch. Bon, c'est assez honteux. Bref, c'est rare que je pense ça, mais j'en suis presque à me dire que le review bombing dont souffre GTA, alors la compilation GTA est quand même méritée, au moins en partie. Ouais, en fait, quand je disais qu'il était livré tel quel, c'est qu'effectivement, ils ont pas fait l'effort de corriger des bugs qui étaient livrés à l'époque. J'ai vu notamment un bug qui m'a fait beaucoup rire, c'est le fait que quand tu fais droite-gauche avec ta voiture, ça la fait grossir interminablement. Je trouve ça génial. Le point positif, c'est que c'est une mine d'or pour les youtubeurs. Oui, c'est vrai. Il y a un effet cyberpunk qui est assez intéressant. Enfin, rigolo. Triste, très triste, mais malgré tout très rigolo quand tu le prends au premier degré. Elder Scrolls, Guillaume. Oui, Elder Scrolls, qu'est-ce que ça te dit? The Elder Scrolls, ça te rappelle pas des souvenirs épiques à toi, Guillaume? Non. Des souvenirs glorieux? Mince, ça devrait. Bah, quand même, une grosse série, quoi, tu vois, grosse série. J'ai été très étranger à cette licence. Ah, écoute, moi, ça me rappelle des souvenirs glorieux et lointains. Parce que même le dernier, Skyrim, c'était 2011 quand même, et le prochain, mystère. Et le dernier teaser complètement vide de contenu date de 2018, un autre monde. Disons que la dernière interview de Todd Howard, donc qui est producteur exécutif chez Bethesda, n'est pas de nature à rassurer sur le fait que je verrai The Elder Scrolls 6 avant la retraite. Remarque, avec Macron, franchement, c'est jouable. Mais donc, qu'a dit Todd? Qu'il les avait pas commencé le jeu.
qu'ils envisagent de commencer après Starfield avec 2 ans de pré-prod et 2 ans de prod. Donc au mieux, Elder Scrolls 6 en 2026. Ça fera 15 ans après Skyrim. Le jeu a été teasé en 2018, je le rappelle. C'est pas une blague. Ça commence à faire beaucoup de livraisons un peu tardives quand même. Ouais, 15 ans entre 2 épisodes. Putain, il y a intérêt à avoir un super gap générationnel. Hein. Ça leur laisse le temps de sortir encore 5 rééditions de Skyrim, du coup. Mais bon, voilà, c'est The Elder Scrolls 6 arrive. Il a reçu une flèche dans le genou, hein, voire les 2 genoux. Mais il arrivera, bien encore, que sur Xbox et PC. Bon, après, c'est presque mieux que Beyond Good and Evil 2. Le jeu avec le titre le plus imprononçable du monde, quelque part. Beyond Good and Evil, faut le prononcer, c'est vrai. Bon, c'est l'autre grosse blague du jeu vidéo, qui est en développement depuis 8 ans, et qui a perdu son leader, il y a pas très longtemps, Michel Ancel. Le pas du tout regretté manager, d'ailleurs, de Beyond Good and Evil. Et ben, qu'est-ce qu'il en est? En fait, on n'en sait rien, et justement, selon Tom Henderson, le jeu ne sait toujours pas où il en est, ni où il va, et en plus, il cadre plus avec la philosophie d'Ubisoft, qui veut faire de Far Cry un Destiny avec des palmiers, et d'Assassin's Creed un Destiny avec des capuches. Bon, c'est mal barré pour Beyond Good and Evil 2, je vais dire BGE 2, mais bon, on peut aussi se rassurer en disant que c'est quand même une franchise qui tient à cœur de beaucoup de monde, je pense, dans le studio, donc on peut espérer, mais il n'est pas impossible qu'il se fasse sabrer très très prochainement. Il faudrait pas être surpris. On va faire un petit détour du côté des consoles insolites, j'allais dire. On va peut-être commencer par donc le Steam Deck qui subit un petit peu les lancements problématiques. Le Steam Deck, vous vous rappelez, cette espèce de PC compact format Switch, on va dire. Ah oui, écoute, oui, c'est un autre truc qui va être en retard, c'est le Steam Deck, repoussé à février 2022. Remarque, la Playdate, elle est aussi repoussée pour début 2022. Une autre Playdate, console, la petite console jaune avec une manivelle. Panique. On en avait parlé, un écran monochrome et avec la manivelle qui offre des interactions ludiques totalement nouvelles. Donc elle est repoussée début 2022. Alors râlez pas, enfin si vous pouvez râler, mais sachez quand même que ça aurait pu être pire. Elle aurait pu être retardée de 2 ans. Et début 2022, ça va, on est en novembre, on est mi-novembre 2021. Oui, quand même. Non, parce que le fournisseur du processeur de la Playdate a prévenu les gars de chez Panic qui pouvaient pas les livrer avant au moins 730 jours. Donc je peux vous dire que Panic, il a jamais aussi bien porté son nom. Puisqu'en catastrophe, ils ont dû trouver un autre fournisseur pour une puce équivalente, et bien sûr, c'est pas exactement le même composant, et donc ils ont dû redesigner toute la carte mère. Les pauvres, franchement, chapeau. Tu nous rappelles le processeur que c'est, le type de processeur, c'est assez humble. C'est un truc à 180 MHz, donc c'est vraiment un petit truc. Mais faut quand même en trouver un qui colle, quoi. Enfin, en tout cas, qui rentre. C'est pas comme si on produisait des composants à tire-larigot en ce moment. Exactement. Bon, donc début 2022, c'est pour les 20 000 précommandes, parce que si vous êtes un petit peu en retard, donc là, on ne sait pas. 10 000 machines arriveront en fin 2022. C'est rageant, mais avant de râler, voilà, il y a quand même une pensée pour les pauvres ingénieurs de chez Panic, qui ont une dette de sommeil d'à peu près 12 ans, je pense, depuis. C'est possible. Les pauvres. Mais c'est vraiment une console que j'aimerais tester. Enfin, j'ai toujours du mal à appeler ça console. J'appellerais ça peut-être jouet, je sais pas. Bon, enfin, la différence entre les deux est peut-être assez différente. Mais j'aimerais beaucoup la tester, moi, cette Playdate un jour. Pas avant 2022. Voilà, écoute, un petit mot sur la console peut-être la plus enviée ces derniers temps, Guillaume, la PlayStation 5. Sony a toujours du mal à faire des PlayStation 5 en fait. Ils voulaient en faire 16 millions d'avril 2021 à mars 2022. Et maintenant, ils comptent sur 15 millions, donc worldwide, bien sûr. Et bon, vu la demande, évidemment, c'est pas son souhait de baisser la production, tu vois, ils font pas exprès. Bon, mais c'est toujours pareil, c'est la logistique et les difficultés à trouver tous les composants. Et résultat, il y aura moins de PlayStation 5 en rayon, il y aura toujours pas de stock. Et donc, un Noël compromis pour pas mal de fans de Sony, ils se sont toujours pas équipés, voilà, donc voilà, désolé. Décidément, pas de Steam Deck, pas de Playdate, pas de PlayStation 5. Pourtant, le Steam Deck est vraiment très sympa. Il y a eu des petits détails supplémentaires dessus. Et il y a vraiment des trucs intéressants, quoi. Enfin, voilà, ça a l'air d'être très très sexy. Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour vider, comme on dit, son back catalogue ou faire du rétro gaming? Je pense qu'il faut faire preuve d'intelligence et s'adapter dans ces situations. Moi, je me rends compte que ça fait un moment que j'ai plus acheté de jeux parce que je joue aux jeux que j'aime. Tu m'étonnes. Ouais, effectivement. C'est regardez dans vos tiroirs, dans vos bibliothèques et dans vos bibliothèques numériques. Je suis sûr que vous allez trouver plein de super jeux auxquels vous aviez aimé vouloir jouer. Et puis, c'est le meilleur moment, je pense.
Merci beaucoup pour votre fidélité. Évidemment, merci beaucoup à toi, Guillaume, qui a préparé la totalité, l'intégralité de cette émission. Tiens, je voudrais en profiter donc pour vous rappeler, bon, d'une part que vous pouvez évidemment nous soutenir si vous avez apprécié cet épisode, si jamais vous avez été informé et diverti comme il se doit. Je vous invite évidemment à jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Un petit mot d'ailleurs, il y a Mesa Pegasus 75014, son pseudo est légendaire, je pense, qui nous soutient sur Patreon, qui avait commenté, qui avait dit un très bon épisode, merci pour le côté hype. Le sujet m'a rappelé la hype générée il y a quelques années sur la 3D, sur les téléviseurs et les écrans incurvés, et c'est vite retombé. Donc tu le mentionnais d'ailleurs toi en intro tout à l'heure. Effectivement, on est d'accord, c'était une hype qui avait pris assez cher. Donc pour conclure cet épisode, Guillaume, est-ce que tu peux éventuellement nous rappeler où est-ce qu'on peut enfin, j'en suis sûr, là je suis chaud patate, te retrouver sur internet? Je vous promets que quand on aura un site Omniverse Tech Café, vous me retrouvez en version jouée. Très bien, et on pourra te poser toutes les questions qu'on veut et tu répondras à toutes les questions? Évidemment, enfin, tout comme mon chatbot. Très bien. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité, on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Voilà, donc en gros, il n'y a plus qu'à espérer que le télescope James Webb fonctionne bien comme prévu. Ah ben, moi je t'entends. Des astronomes, ça a coupé Guillaume. Moi je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Oui. Eh oh. Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Oh oh. Merde. Alors, est-ce que c'est moi? Ben, je sais pas, mais par contre, j'ai bien mon son, moi. Attends, une seconde. Allô, ça a coupé. Ça a coupé, je peux chanter. Mais je ne chanterai pas. La 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 la. Tout va bien. Je ne chanterai pas. Tu ne m'entends pas. Allô? Je vais t'envoyer un télégramme. Ça a planté. Ça a planté. Voyons voir. Tu vas y arriver à me le ça sortir, a le télégramme, raccroché. ou quoi, du coup? Putain, Est-ce que c'est Skype le problème? Je ne sais pas. Guillaume, manifeste-toi. D'accord. Les enregistrements sont bien faits. J'ai des backups de partout. J'ai même plus peur de perdre les enregistrements. Je vais quand même le rappeler. Allô? Tu m'entends? Mais ça sonne dans le vide. Ça sonne dans le vide. Oh, Guillaume n'est pas connecté. Oh putain, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Mes couilles! Pauvre Guillaume. Tu as un matériel qui ne fonctionne plus très bien.